not feel the growth in their wallet. It's not in their wallet, it's not in their pocket, but there is growth. So this is the challenge of inclusive growth. And what we've learned is that in order for us to really crack, this growth thing, we need to address the issue of structural transformation. It is the way that African economies are structured that has been the big sort of challenge and the big blockage to inclusive growth. So structural transformation has become really key, and this is what the African Development Bank is now focusing on. And structural transformation is really about transforming the agriculture sector, which, as my colleague mentioned, employs 65 to 70% of Africans. They rely on agriculture for their livelihood, and yet they are among the poorest people. They don't have good health care, no clean water supply and sanitation, can't send their kids to good schools. They are part of the 250 million people that are living close to hunger. So it's transforming that sector so that we're beginning to add value in the agriculture sector. So what we're talking about there really is about industrialization. And this is, this looks like an obvious solution, and so it's time that we really just take it on and begin to, to really implement that industrialization. If you think about the fact that 60% of the world's remaining arable land is all in Africa, and then you think about the natural resources, the forestry, the minerals, and so on, there's such huge potential for transformation, and it is that transformation that will lead to inclusive growth. Because right now, so far, growth has been driven by services, by commodities, and to some extent by agriculture. And all of these have been affected either by global prices or by weather patterns, or just by the sheer lack of, adequate employment that they create. So this is a big focus for the bank in terms of just achieving that inclusive growth. So, industrialization means transforming the agricultural goods, but in order to be able to do that, the key infrastructure has to be in place. And top of the list is energy. We need energy to drive and to power the industries for Africa. So that's a big area of investment that the ADB is looking at. It's one of what we call our top five, our high fives. I'm mixing the French and the English. Our high fives in French, we call them les top 5, which are, Light Up and Power Africa. That's going to drive industry. That's going to drive the health sector, education. That's going to literally be the foundation for every transformation that we're thinking about. Then there's Feed Africa. That's, agriculture. Smart agriculture, so that there's less people, involved in actual agriculture and more people in agribusiness, so that you're creating not only decent jobs for the people that rely on agriculture, but you're also creating viable business opportunities, because not everybody wants to be a farmer. People are stuck in that sector because they really don't have anything else or any other opportunities to do, to be engaged in. So what the bank is focusing on, especially with the young people, we're seeing the opportunities in agriculture, so it's really about developing their skills in agribusiness, because there's a whole value chain in the agriculture sector, from supplying inputs to things like packaging, transportation, export, and so on. So just building that value chain is going to be the key. And there's a big focus at the bank on young people, because, right now I think something upward of 70% of Africa's population is under 30. It's a young continent, where are the jobs going to come from? Agriculture is really the sector that's going to unlock it, but only if we, grow the value chains and, and the industrialization that goes along with the value chains in terms of processing and transforming the goods. The third high five is Feed Africa, Energy, Feed Africa, Integrate Africa. Integration is really key. A lot of our African countries are small, and as a result, the markets are not viable. So integration is what will help African markets to come together and really be more meaningful and more viable. So that's another thing we're working on from the point of view of infrastructure, whether it's road infrastructure,
or it's telecommunications, or it's rail, water transportation, and so on. So that's a big one for us, regional integration. The next high five is industrialization, which I've talked a little bit about, and you can see how that really adds the value to everything that is a resource on the continent. And the last one is improving the lives of African people. And that is really important. But what happens, it's last, but it's not the least important. It's actually the outcome of all of these other investments, particularly in agriculture and in energy. That will automatically improve the lives of people, because if women can deliver their children in hospitals safely because there's power, if children can be safe because vaccinations can be refrigerated, if kids can go to school and do their homework, when they get home and not have to be doing their homework under candlelight and killing their eyes, if they have clean water and sanitation, they don't have to spend 3 hours going to the river to fetch water. So you can see how this transformation agenda is something that the African Development Bank, led by President Adesina, has really thought about. We've really thought about it, and it's something that now we think we're ready, the continent is ready to really move this agenda forward. And in order to achieve that transformation that we're talking about, the private sector has a huge role to play. This is where private sector comes in, because what we've learned over the years is that development is not just the business of government. If you go to a lot of countries today, in fact, it's a different time now. Citizens are not only expecting things from governments, they're expecting development from the opposition parties. They're expecting development from the private sector, from civil society organizations. So everybody has become a co-partner in the development business. But I want to say that private sector has a key role to play, and in order for private sector to really come to the party, this is where public policy is going to be key. So the reform process is about creating a space and an environment in our African countries that makes it attractive and conducive for the private sector to come and create the jobs, build the businesses, add the value, and partner really with everybody else in that space. So for us at the African Development Bank, we've got a number of key instruments where we're helping the private sector to come to the party, to come to the table, not only with non-sovereign loans, but we also have guarantee facilities, where we're providing the comfort and encouraging them to come to the table. My colleague here, who is also from the African Development Bank, actually spent many years in the private sector department, so he can even help to speak to some of the questions on that. But what I'm trying to do is really sort of paint the broad framework of the African Development Bank's position and how we're positioning ourselves to be a partner of choice for everybody, how we're positioning ourselves to partner with other multilateral development organizations as well. So we're no longer competing. I heard something about competing for resources. Yes, in part, we're all looking for the same resources, but really at the end of the day, what we care the most about is the global envelope that goes to Africa and how each of us can leverage each other's strengths to actually promote that development. The African Development Bank has become really a trusted partner as far as multilateral development organizations are concerned. So we have sort of that entry point, with governments, with private sector, and so on. But what is key is structuring all of this, getting the right policy reforms in place, getting the right public investments in place that catalyze the private sector to come to the table. And so that's really, in short, the summary of what I wanted to say. Merci, Madame Moyo. Je vais donner la parole maintenant à Madame Pénicaud. Madame Pénicaud, vous êtes la présidente de Business France, donc à ce titre, vous êtes dédiée aux entreprises françaises, à l'attractivité de la France. Et quelle est la place que le partenariat des entreprises françaises occupe dans vos préoccupations? Comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que ça marche? Alors d'abord, 2 mots. Business France, c'est l'agence pour l'internationalisation de l'économie française qui fait suite à la fusion d'UbiFrance pour l'export et de l'AFI, Invest in France Agency, pour l'attraction d'investissements étrangers. Donc on a 3 missions. 1, aider les entreprises françaises à exporter. 2,
prospecter et attirer des investissements étrangers en France. Dans les deux cas, ça crée de l'emploi, de l'activité, de la richesse. Et puis, troisièmement, faire la promotion de l'image économique de la France à l'étranger. On a 1500 experts dans 70 pays. L'importance de l'Afrique est très visible. Nous avions 2 bureaux en Afrique il y a 3 ans. Nous avons 9 qui couvrent 30 pays. Et c'est l'endroit où on investit aujourd'hui le plus pour développer notre réseau. Parce que c'est évident pour tout le monde, je pense, que l'Afrique et l'Asie du Sud-Est sont les 2 prochains relais de croissance du monde. Enfin, les prochains et déjà actuels, en cours. Donc pour nous, c'est évidemment une priorité. L'année dernière, on a accompagné 800 entreprises françaises pour prendre pied à l'export en France. Alors, quels sont les enjeux et quel est l'enjeu du co-développement ou des partenariats dans ce cadre-là entre la France et l'Afrique? D'abord, la France c'est intéressant de voir qu'il y a 2 mouvements inverses. La France a perdu beaucoup de parts de marché sur l'export vers l'Afrique, de 8 à 4% en 15 ans, en 5 ans. Donc on a vraiment baissé en part de marché au profit des Chinois et amis brésiliens, etc. Mais en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que les investissements directs français en Afrique ont été multipliés par 8 et représentent l'année dernière 45 milliards d'euros, avec 2500 entreprises qui installent les criquets des filiales en Afrique, souvent et très souvent en partenariat, comme d'ailleurs on a eu plusieurs exemples autour de la table. Donc il y a des mouvements contradictoires, si j'ose dire, ou en tout cas divers. Et dans l'autre sens, il est clair que pour les entreprises africaines vis-à-vis de la France, je pense qu'il y a un enjeu, et ça a été évoqué aussi, en fait, c'est recherche et talent, recherche et formation, d'accélérer la montée en compétences qui est très rapide en Afrique, qu'on voit tous les jours, mais l'accélérer encore, parce que c'est le nerf de la guerre, il y a le capital humain et le capital financier. Et puis aussi, je pense, nous, on commence à avoir, et on encourage ça, les premiers aussi investissements africains en France. C'est quelque chose, d'ailleurs, on a une équipe là qui est en train de voir plein de gens depuis ce matin. Pourquoi? Parce qu'avec la montée des classes moyennes, il y a aussi des grands groupes industriels africains qui se sont, dans un premier temps, intéressés à leur développement domestique, mais qui maintenant s'ouvrent à l'international. Et quel est l'intérêt? La France est souvent choisie comme un hub pour investir vers l'Afrique par des investisseurs américains, japonais et chinois. Mais dans le sens inverse, la France peut être la tête de pont vers le marché européen, pour tout le marché européen, pour les sociétés africaines. Pourquoi? Parce que la France, c'est le meilleur mix logistique dans les deux sens, le meilleur mix logistique de l'Europe, et puis qu'il y a énormément de liens. C'est là où il y a le plus de liens, de lignes aériennes, c'est là où il y a le plus de diplomates. Enfin bref, on a des liens, un cadre économique et un cadre infrastructure qui facilite beaucoup. Alors aujourd'hui, comment on voit le co-développement? Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir des mouvements export et des mouvements investissement dans les deux sens, et ça j'insiste là-dessus, mais je crois qu'une grande partie de la clé de l'accélération, c'est le co-développement. Et je voudrais prendre un exemple dans un secteur, alors on aurait pu prendre l'agroalimentaire, l'agriculture, on en a beaucoup parlé, de la ville durable, les énergies renouvelables. Je vais prendre l'exemple du numérique. Parce que l'économie numérique connaît une évolution-révolution aussi bien en France qu'en Afrique. Et je vais prendre l'exemple dans 3 pays de ce qui se passe, où là, il y a vraiment du co-développement possible, avec beaucoup de capacités sous le pied. Un premier exemple, c'est en Côte d'Ivoire, dans le cadre du forum d'affaires France et Afrique de l'Ouest qui a eu lieu au mois d'avril. Il y a eu une accélération, je dirais, des contacts entre les incubateurs de start-up de la French Tech, c'est-à-dire les start-up françaises à Abidjan, mais aussi, moi j'ai rencontré les start-up ivoiriennes qui sont extrêmement impressionnantes. L'économie numérique en Côte d'Ivoire, c'est déjà 8% du PIB, 13% des recettes fiscales. Ça va à toute vitesse. Avec beaucoup de compétences, on l'a évoqué. Les compétences, je crois, au niveau ingénieur, dans beaucoup de pays africains, sont grandes. C'est vrai qu'au niveau technicien, et j'y reviendrai sur un autre pays, et les niveaux en dessous, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là, il y a un partenariat qui est en train de se nouer avec des co-développements d'entreprises, de French Tech et de tech ivoirienne, qui ensemble vont partager du savoir-faire, ce qui va leur permettre de conquérir simultanément des marchés en Europe et en Afrique. Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, il y a l'accord pour le numérique qui a été passé entre les gouvernements tunisiens et français en 2013. Et l'idée, c'est vraiment du co-développement, là aussi, dans l'économie numérique,
de start-up ou d'entreprises plus importantes en développement de logiciels, en cybersécurité, en big data, dans toute une série de domaines. Eh bien, ça a été signé il y a 3 ans. Il y a déjà 44 partenariats qui se sont noués. Alors, c'est aussi bien des partenariats d'entreprise que des partenariats universitaires ou de recherche. Et là, il y en a 50 de prévus d'ici la fin de l'année. Donc, ça, autre exemple de dynamique. Troisième exemple, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a aussi comme en Côte d'Ivoire, en Tunisie, il y a un French Tech Hub qui est en partenariat avec l'Agence de développement de l'innovation sud-africaine. Ils ont monté un programme ensemble qui a plusieurs dimensions. Il y a un incubateur de start-up qui a été monté par le French Tech Hub pour des start-up sud-africaines. Ils ont monté avec l'école 42 de Xavier Niel une école de codage pour des jeunes avec peu de qualifications, mais on va trouver des pépites, on va trouver des super talents parmi eux qu'on forme au codage. Et puis, ils montent des programmes d'accès au marché français pour des startups sud-africaines. Donc, en fait, ça va co-développer des startups ensemble. Et je voulais donner cet exemple pour montrer que le co-développement, c'est vrai sur les infrastructures, c'est vrai pour les grands secteurs absolument fondamentaux, parce que ce sont aussi des externalités qui permettent le développement, typiquement les infrastructures d'énergie, c'est évident. Mais c'est vrai aussi dans les relais de croissance qui arrivent dans l'économie numérique. Et je pense que c'est un des secteurs que, ensemble, dans tous les acteurs, on doit absolument encourager et regarder. Alors, je sais que Lionel, qui m'a interpellé ce matin, en direct, alors je vais lui répondre en direct, parce que comme ça, il aime bien que les réunions servent à quelque chose, pas simplement qu'on parle, donc du coup, je vais lui répondre. Lionel, je crois que tu me demandais ce matin si on pouvait aussi emmener des startups africaines, parce que c'est nous qui faisons la promotion internationale de la French Tech, donc voilà, Las Vegas, le CES, tout ça. On met en scène les 10 000 pépites françaises que sont les startups. Et alors, notre mission, nous, en tant que Business France, c'est d'emmener les startups françaises dans le monde, les entreprises. Mais si quelqu'un finance la partie africaine, nous, on peut l'organiser pour les deux. Voilà, c'est ma réponse à ta question. Donc, voilà, à votre bon cœur. Voilà. Mais sérieusement, je pense qu'il y a tellement de liens et tellement d'envie de faire ensemble. Et en plus, encore une fois, le creuset des écoles d'ingénieurs, ça crée des facilités de travailler ensemble qui sont très grandes. Je pense que c'est quelque chose sur lequel la France mise, que beaucoup de pays africains misent. Et il ne faut pas le voir opposé aux autres secteurs, parce que c'est aussi, je pense à un exemple, l'autre jour, j'étais au Forum de l'économie positive, on a primé un certain nombre de startups, dont une startup africaine, qui a mis en place pour l'agriculture un système sur smartphone qui permet à coût très très faible aux maraîchers dans plusieurs pays africains de pouvoir juste doser leur irrigation au bon niveau en fonction de l'hygrométrie, de la poussée des plantes, etc. Voilà un exemple de start-up appliqué au domaine de l'agriculture. Il y en a dans la santé, il y en a dans l'économie d'énergie, donc ça n'est pas un secteur à part. C'est aussi quelque chose qui donne un coût d'entrée industriel beaucoup moins au service. Et je pense que dans ce que vous disiez sur l'inclusive growth, c'est typiquement une des choses qui permettra d'accélérer l'accès à des solutions et à de la compétitivité pour tout niveau, type d'entreprise en Afrique. Madame Pénicaud, est-ce que vous utilisez pour développer ce partenariat le volontariat international en entreprise? Est-ce que ça sert aussi à ça? Alors, on fait plus qu'utiliser parce que c'est nous qui le pilotons et le gérons. Donc, le volontariat international en entreprise, c'est une pépite. C'est un super dispositif. Ça permet à des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans, en moyenne ils ont 26 ans, d'aller passer 1 à 2 ans dans une entreprise à l'étranger pour aider cette entreprise à se développer. Donc il y en a 9 000 actuellement, il y en a 60 000 depuis le début de ce programme. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 97% des jeunes ont un emploi à la sortie, dont 70% dans l'entreprise y sont allés, créent leur job. Mais aussi que 75% des entreprises qui l'ont utilisé, dans la première année, ont noué un courant d'affaires. Donc en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant pour l'entreprise. Alors, pour l'instant, c'est dans un sens, puisque c'est un dispositif qui est dans la législation française. S'il y avait des gouvernements africains qui imaginaient un dispositif de ce type-là, on serait tout à fait à leur disposition pour donner quelques suggestions sur comment faire et surtout pour accueillir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance aussi d'avoir beaucoup de biculturels, binationaux dans nos pays respectifs. Et donc, ils peuvent tout à fait partir en VIE aussi pour faire le pont, parce que le business, c'est fait par les gens, et les réseaux de confiance, ça fait partie de l'accélération du business.
Lionel Linsou, Est-ce que je vous voulez répondre à la peux réponse? remercier en direct Muriel, Madame l'ambassadeur. Moi, je pense que c'est très important, effectivement, de faire voyager ensemble comme ça des cohortes de jeunes entrepreneurs. On n'a qu'à demander à l'AFD d'aider UbiFrance à financer cette partie. On peut également, parce qu'il y a une dynamique incroyable des incubateurs en Afrique. D'ailleurs, Orange a joué un rôle, mais enfin, on trouve de nombreuses initiatives d'incubateurs. Moi, je pense que c'est très important d'exposer en fait des responsables de start-up qui le désirent, qui sont volontaires, à des expériences qui peuvent être en Californie ou au Sénégal ou au Niger ou au Kenya. Le Kenya est un écosystème absolument incroyable en termes d'innovation et de start-up. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on partirait comme ça en voyage, s'exposer à la concurrence, et il faut que ce soit peut-être vers la Californie, mais il faut que ce soit un petit peu plus général. Et je ne pense pas que ce soit très, très difficile à financer et que ça produit des résultats. L'autre chose, c'est à propos des volontaires. Il y a une expérience sur laquelle il faut qu'on donne un peu de résonance, qui est Total, qui est en train d'inventer comment on adapte le système des VIE, comment on l'adapte en Afrique. C'est-à-dire qui prend chez Total, mais quand même par centaines, des gens qui, au fond, sont dans une réplique du système des volontaires. Simplement, ce n'est pas des jeunes Français, c'est des jeunes Africains, et ils vont dans tout le système Total. Et donc, c'est intéressant de voir cette expérience, ce concept de VIE qui est très fécond, en train de se répliquer en Afrique à l'initiative de Total. Et Total a fait ça déjà sur 2 cohortes, mais tout à fait prêt à inviter d'autres entreprises à le faire. Et je crois qu'il y a des tas d'entreprises intéressées, et passer de quelques centaines à quelques milliers. Donc ça aussi, c'est un exemple un peu créatif qui se déploie depuis 2 ou 3 ans et auquel il faut qu'on donne maintenant de la résonance. Alors, comme on va rebondir, on fait le débat en direct. Sur le premier sujet, nous, on a des programmes d'accompagnement de start-up françaises. L'année dernière, on a fait 40 opérations. La Californie, c'est 2 opérations sur les 40. Donc, parce qu'il y a plein d'endroits qui bougent dans le monde. Alors, ce qu'on peut imaginer, enfin là, on est en live, c'est une sorte de French African Tech Tour, où on va à 2-3 endroits clés, et ça, il faut bien choisir les beaux incubateurs, ça on les connaît quasiment tous, donc c'est facile, mais surtout les pépites, les startups, à quel stade de développement, enfin il faut faire pour que ça soit, c'est pas un voyage de tourisme d'affaires, c'est un voyage d'accélération de leur projet de développement, et ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Et sur les VIE, je voulais juste dire qu'on en a aujourd'hui 600 en Afrique, environ, mais qu'on peut aussi, c'est l'interpellation qui était de Xavier Belin tout à l'heure, les grands groupes peuvent en prendre aussi pour aider des PME à se développer. Donc nous, c'est une solution de portage qui est aussi à envisager, qui est probablement une des solutions de portage les plus simples. Et comme c'est la ressource humaine, et je crois que c'est un point commun qui est un peu la clé du développement, ben là, on co-investit ensemble directement. Merci. Jérémy Pellet, vous êtes le dernier mais non le moindre, puisque vous êtes directeur général délégué de l'Agence française de développement, qui est, comme on dit dans les journaux, le bras armé de la France en termes d'aide au développement. Et puis vous avez dans votre groupe ProParcours, qui a déjà une longue habitude du partenariat capitalistique, mais l'AFD ne fait pas que du partenariat capitalistique. Dites-nous un peu où vous en êtes de votre réflexion et de votre action. Alors, comme il est relativement tard et que la journée a été longue, je vais essayer d'être bref. Juste pour vous dire 3 choses. La première, c'est que le secteur privé, dans le développement, c'est quand même un changement d'état d'esprit pour les politiques de développement. Pendant 75 ans, parce que l'AFD a 75 ans cette année, pendant 75 ans, le développement, ça a quand même été essentiellement du financement d'infrastructures. Alors c'est nécessaire, hein, des infrastructures de base, on l'a rappelé tout à l'heure, en Afrique subsaharienne, il en manque encore beaucoup, mais pendant très longtemps, le champ du secteur privé des entreprises a été délaissé. Il a été délaissé aussi parce que ça n'était pas forcément une priorité des pouvoirs publics, aussi bien au nord et au sud. Or, la philosophie traditionnelle de l'Agence française de développement, c'est de dire que nous sommes là pour financer les besoins des pays du Sud et pas pour leur imposer un mode de développement.
Et ça a beaucoup changé pour plusieurs raisons. D'abord parce que le regard sur le développement économique par le secteur privé a changé, y compris en France. Après tout, il a fallu attendre 2014 pour avoir un Premier ministre socialiste déclaré « J'aime l'entreprise » devant les entreprises françaises. Donc tout arrive. Et ça arrive aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. Maintenant, pour passer du discours politique aux actes, c'est compliqué. On le sait en France, c'est pas Emmanuel Chin qui va me dire le contraire. Quand on cherche à simplifier l'administration et les procédures en France, c'est très compliqué. Et dans les pays du Sud, ça l'est aussi. Mais tout ce changement-là, il est en œuvre. Il est en œuvre aussi dans notre action, parce que pour nous, le développement du secteur privé, c'est à la fois une évidence pour la croissance, pour le développement, et c'est aussi une nécessité. C'est une nécessité parce que dans notre action, et comme Rémi Rioux l'a rappelé ce matin, on a une marche extrêmement ambitieuse. On développe de 50% notre activité en 4 ans. Et pour ces financements-là, on ne pourra plus faire comme on l'a fait beaucoup par le passé, c'est-à-dire s'appuyer uniquement sur les États et les gouvernements, parce qu'un certain nombre d'États atteignent leurs limites d'endettement et parce que nous-mêmes, on a besoin de diversifier nos partenaires. Donc on a déjà entamé un mouvement assez fort, ce qui suppose 3 choses. D'abord, d'avoir une action avec les gouvernements pour développer un environnement pro-business. Un environnement pro-business à la fois en termes de droit des affaires, en termes de droit de la faillite, en termes de garantie, aussi en termes de formation, on en a parlé notamment pour les formations intermédiaires, et de formation d'entrepreneuriat. J'étais il y a 15 jours à la remise des prix Lead Campus sur la première promotion de 25 jeunes entrepreneurs africains qui sont extrêmement motivés, avec un vrai esprit de promotion, qui sont là pour gagner, qui n'ont rien à envier aux étudiants du Nord. Simplement, 25, c'est une goutte d'eau à l'échelle des besoins du continent. Le deuxième champ qui est extrêmement important pour nous, c'est le fait d'avoir des politiques de développement avec le secteur privé qui soient innovantes. On ne peut pas faire le développement comme on le faisait il y a 20 ans. Dans tous les champs. Dans le champ des services financiers, par exemple, il est évident qu'on doit prendre en compte l'émergence du mobile banking, compte tenu du faible taux de bancarisation des pays africains et du très fort développement des services télécoms. L'électrification, on ne peut plus la faire aujourd'hui comme on la faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur des modèles de pay-as-you-go, de smart grid, de small grids qui sont beaucoup plus économes et beaucoup plus inventifs. Pour le développement des transports, on prend en compte le secteur informel beaucoup plus qu'on ne le faisait avant. Donc il faut que nous, agences de développement, soyons capables de prendre en compte cette innovation et de le faire avec le secteur privé. Et le faire avec le secteur privé, c'est mon dernier point, ça veut dire travailler beaucoup plus avec les entreprises du Nord et du Sud. Avec les entreprises du Sud, c'est être capable de leur offrir des produits de financement. Proparco le fait déjà, aussi bien en prêt qu'en capital. Il faut aussi que nous soyons en mesure d'accompagner des entreprises beaucoup plus jeunes. On parlait des startups, il faut trouver aussi un moyen de financer un écosystème qui soit capable lui-même de financer les startups en Afrique. Nous devons aussi prendre en compte beaucoup plus en amont les projets des entreprises et des grands groupes, à la fois pour les structurer, pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins du Sud, mais dans ce cas-là, pour les accompagner plus efficacement. Et nous devons aussi tenir compte de l'environnement de responsabilité sociale et environnementale très fort au sein des entreprises que nous devons aussi accompagner aussi bien au nord qu'au sud. Donc tout ça, ça nécessite de structurer un nouveau partenariat, ça nécessite d'être beaucoup plus à l'écoute qu'on ne l'était avant, de recevoir beaucoup plus les entreprises, d'intégrer leurs solutions dans les projets de développement que l'on conduit dans les pays du Sud. Et ça, c'est l'action qu'on a entreprise et qu'on va mener dans les prochains mois. Dans les 4 milliards d'euros supplémentaires dont vous allez bénéficier d'ici 2020, est-ce que vous savez déjà quelle est la tranche que vous allez consacrer
à l'entreprise, aux entreprises, au partenariat d'entreprise, au développement du cadre de l'entreprise? Est-ce que... Aujourd'hui, 2 gros tiers de l'activité de l'agence, c'est du financement qu'on fait sur les États. Un tiers est fait soit sur le secteur privé, soit sur les collectivités locales. Ce que dans le jargon, on appelle du non-souverain. Mais peu importe. À terme, la répartition, c'est à peu près moitié-moitié. Ça veut dire que le secteur privé va avoir une importance considérable dans les projets de développement, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, ils peuvent compter en 2020 sur, grosso modo, une enveloppe de 6 milliards d'euros par an. Alors, en réalité, plus que ça, parce que beaucoup de projets que l'on finance, lorsque l'on finance un État pour construire un barrage, pour construire une centrale éolienne, derrière, ce sont les entreprises du Nord et du Sud qui travaillent. Donc en pratique, le financement qui va au secteur privé, il est beaucoup plus important que ça. Mais ce qui est certain, c'est que la part des financements de l'Agence française de développement qui seront consacrés plus directement au secteur privé sera beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Emmanuel Chin, qui n'est pas là en tant que journaliste, même s'il va résumer un petit peu tout ce qu'il a entendu, mais qui est surtout là comme président de HEC Alumni, et les anciens d'HEC aussi ont une idée du partenariat. Merci. Ah oui, alors, je ne sais pas si mon micro. Voilà, j'ai l'impression d'être au perchoir. Pour la première fois et la seule fois. C'est le perchoir. Voilà, donc on m'a demandé de conclure, donc peut-être de résumer quelques idées fortes. Pardon. Voilà, de conclure, de résumer peut-être quelques idées fortes qui sont passées à travers tous ces témoignages passionnants sur cette exigence, nécessité, envie de partenariat entre l'Afrique et la France, avec au cœur le secteur privé, les entreprises privées, ce changement culturel que tu soulignais. Personnellement, pour avoir créé une émission Capital qui voulait faire la pédagogie de l'économie et raconter à quel point les entreprises pouvaient être créatrices de valeur, je m'en réjouis fortement. Je retiens ce que Lionel Zinsou a dit, les entreprises vont souvent plus vite que les gouvernements, donc, mais en même temps, il y a la solitude poignante du chef d'entreprise en Afrique, d'où cette nécessité de partenariat qui s'est illustrée à travers de nombreux exemples, ce réseau social de 1800 entreprises, là où vous en attendiez 500, et demain encore plus, tous ces témoignages de Danone et d'autres. Petite parenthèse, que j'ai fait mon stage de fin d'année d'HEC chez Danone, là aussi, donc je suis le 4e, voilà, en sortant d'HEC avant de devenir journaliste. Et Danone a l'envie de raconter l'entreprise. Voilà, donc tous ces témoignages de partenariat, dont je retiens aussi l'idée qu'ils sont parfois, Pierre-André Terris, parfois plus longs, plus complexes, mais en même temps plus juste, et dont je retiens aussi qu'une PME qui crée du yaourt au miel peut ouvrir de nouvelles perspectives. Donc on a beaucoup à apprendre, évidemment, les uns des autres. Je pense que dans ces idées de partenariat, je retiens aussi l'idée que pour que ça réussisse, il faut partager la même stratégie et la même philosophie, ce qu'a dit M. Ben Hammadi, et que effectivement c'est essentiel, même si vous soulignez que cette règle des 49% est un frein, un handicap en Algérie, vous qui êtes un libéral et qui êtes contre le mariage forcé, donc peut-être qu'un jour, effectivement, cette règle sautera et permettra d'avoir encore plus de partenariats pour alimenter cette verticale dont vous parliez, Xavier Belin. Alors, je pense aussi que le témoignage de Manuel Pénicaud était très intéressant parce que face à ces défis environnementaux, défis d'alimentation, quand on voit qu'en Afrique, 70% de la population dépend du secteur agricole, qui nécessite d'être profondément transformé, avec, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame, je crois, ou Xavier Belin, 175 millions de personnes qui souffraient d'une mauvaise alimentation. On est passé à 220 millions, donc on voit que les défis sont très importants. Donc ces nécessités de partenariat et de croissance partagée sont vraiment essentielles. Et je retiens aussi que dans ce monde qui se transforme avec l'arrivée du numérique, qui, on le voit bien dans toutes les industries, crée des ruptures fortes, je retiens un motif d'optimisme avec ce que Muriel Pénicaud disait, ces fortes alliances de start-up, 8% en Côte d'Ivoire du PIB déjà, 13% des recettes fiscales, cette invitation à aller dans du partenariat pour la promotion de ces entreprises et de la French Tech qui sont extrêmement bien faites et des start-up ivoiriennes ou africaines, avec peut-être est née cette idée du French Africa Tour. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'idées. Et pour conclure, et là
effectivement, en tant que président des anciens élèves d'HEC, 52 000 alumni dans le monde, 500 en Afrique, 750 en Chine, 500 en Afrique, et de plus en plus. J'étais récemment en Côte d'Ivoire, où il y a 90 alumni, beaucoup de jeunes, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. HEC qui est très présent aussi, puisqu'on a beaucoup parlé de la formation, des enjeux de formation, puisque depuis 2008, 20 000 cadres, managers ont été formés, la moitié sur le campus, à travers les nombreux programmes du campus, la moitié en Afrique, par des partenariats avec HEC, qui est très présent dans ces partenariats de formation en Afrique. Il y a actuellement 250 étudiants sur le campus. Il y a la volonté d'attirer effectivement les meilleurs pour ces formations d'excellence que dispense HEC autour de l'entrepreneuriat, de la transformation digitale et de la responsabilité sociale et économique, qui sont les 3 programmes phares de différenciation de l'école. À titre personnel, je terminerai avec une expérience de chef d'entreprise, puisque depuis que j'ai quitté l'antenne, j'ai créé une société de production qui est aujourd'hui la société de production indépendante la plus importante en France, qui fabrique des magazines, des documentaires, des séries télé, des fictions, et nous coproduisons, c'est un partenariat avec la RTI, qui est la chaîne publique ivoirienne, un magazine qui s'appelle Made in Africa. Donc j'essaye de dupliquer ce qu'on a fait avec Capital, c'est-à-dire de raconter des success stories en Afrique, africaine, sur tout le continent africain. Donc tous ceux et toutes celles qui ont des idées de success story à nous donner, nous les raconterons, parce que nous croyons fortement à cette valeur d'exemple via la télévision, qui est aujourd'hui un média qu'on peut consulter sur tous les écrans Internet, et on voit qu'en Afrique, il y a d'ailleurs une numérisation qui est très forte. Les mobiles, le premier numéro, c'était sur l'économie du mobile. Aujourd'hui, les gens regardent des choses sur le mobile. Et donc, raconter ces histoires, je pense que ça permettra aussi d'enrichir cette culture de l'entreprise à laquelle nous croyons tous. Et d'ailleurs, nous allons ouvrir, puisque ma société s'appelle Éléphant, nous allons ouvrir une filiale en Côte d'Ivoire pour fabriquer aussi des programmes en Afrique avec, et là, l'idée c'est de le faire avec des Africains, avec des Ivoiriens, avec puisqu'on commence en Côte d'Ivoire, et non pas d'amener des Français pour fabriquer des programmes là-bas, de vraiment former, puisque Muriel Pénicaud disait que les compétences allaient très très vite, et je crois que là, nous avons tous une responsabilité et une envie pour faire croître ce continent africain qui le mérite et qui est face à de nombreux défis. Merci. Merci Emmanuel, merci mesdames, merci messieurs, et merci à vous tous, et j'ai envie de vous dire maintenant au travail. Gidelam yo yo mimi dema gido hayo gidelam yo yo mimi dema gido